Bonsoir. Donc on accueille aujourd'hui Laurent Marsan, qui est maître de conférence à Versailles-Saint-Quentin en informatique. Il se présentera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Laurent va nous parler de l'initiative de la Chouette Coop, qui est un modèle de supermarché coopératif et alternatif, un modèle alternatif de supermarché alternatif à la grande distribution. Il va nous expliquer un peu l'historicité de cette initiative toulousaine, un petit peu à la suite des initiatives parisiennes de la Louve et du Parc Street Food à Brooklyn, qui est un petit peu plus ancien, parce qu'il me semble que ça fait 30 ans, 40 ans même, que le supermarché Parc Street Food existe à Brooklyn. Et il va nous expliquer aussi quels sont les enjeux liés à ce projet, puisque bien sûr c'est des enjeux qui concernent l'alimentation et qui sont donc, du coup un des besoins premiers fondamentaux de l'homme, qui croisent aussi des questions économiques et des questions de production, puisqu'il est dans ce cas l'idée est de comment dire, mettre en avant des productions locales et responsables. Donc voilà, ce sont des questionnements qui rejoignent aussi des questions qui nous intéressent en design. Comment œuvrer à construire un monde plus soutenable sur des modèles dans lesquels les individus seraient acteurs et aussi pourraient comprendre ce qui concerne la consommation des produits qui font partie des besoins quotidiens. Je vais laisser la parole à Laurent qui va nous dresser un petit panorama à la fois de l'historique et des enjeux de ce projet. Allô, Patrice. Bonsoir. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour parler du projet, faire un peu de publicité à Toulouse, et puis voir les étudiants des Beaux-Arts, parce que moi j'ai des informaticiens d'études en face de moi, c'est pas tout à fait le même genre de boss. Des t-shirts Minecraft, des trucs comme ça. Donc je ne comptais pas vraiment parler de mon boulot, parce que pour moi c'est un peu déconnecté. Là je suis maître de conf en informatique, je pense qu'il n'y a pas de grand rapport. Après si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler. Je vais juste vous présenter de façon assez synthétique cette histoire de mouvement des supermarchés coopératifs, un peu d'historique et puis les motivations. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, on peut faire des digressions. Un exposé calibré. Donc ça parle effectivement d'alimentation, ça parle de cette question qui est incontournable pour tout le monde, de faire le chasseur-cueilleur dans un supermarché, d'aller chercher sa nourriture. Donc on a tous des habitudes de ce côté-là. Moi je m'intéresse à la façon dont ça se passe en France au XXIe siècle aujourd'hui. Et en particulier chez nous, si on parle de supermarché, pour la majorité des Français, c'est ça. Donc là, c'est la face visible du supermarché qui, je sais pas, qui a l'air d'être plaisante pour pas mal de gens. Moi, ça me donne des boutons quand j'entre dans ces trucs-là. Cette espèce de pléthore, d'illusion de profusion à l'infini, de choix. Donc pour l'immense majorité des Français, aller faire ses courses, c'est ça. Dans ces endroits-là, c'est 170 € je crois, mensuel, le panier moyen, famille française dans un supermarché. Donc ça, c'est la façade commerciale de la chose, et on a tous en tête l'envers de ce décor-là. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup expliquer tout ce qui se passe derrière, parce qu'on commence à être bien conscient de ces enjeux-là, pas besoin de vous faire la morale. Tout le transport que ça implique,
toute voilà, l'agriculture intensive que ça implique, est complètement lié à ce modèle de supermarché, de profusion, d'avoir des fraises, des mangues toute l'année, d'avoir tout le temps. Donc ça, c'est des questions qui nous ont fait nous interroger, enfin, les gens qui ont monté ce genre de modèle, en disant on ne peut pas subir cette culpabilisation-là, parce que voilà, le modèle du supermarché ne permet pas de répondre à ces questions, et ils n'ont pas vraiment l'intention d'y répondre, ou alors de façon très parcimonieuse et pas assez vite pour beaucoup de gens. Donc les gens qui ont imaginé des modèles alternatifs se disent j'aimerais bien pouvoir agir là-dessus autrement que par les moyens qui me sont permis par les voies classiques. D'autant que ce qui se passe aussi avec ce modèle-là, c'est que c'est un modèle qui fait beaucoup d'argent et qui d'un côté, voilà, en haut c'est les courbes du bio. Alors c'est des trucs, c'est x4 ou x5 en 10 ans. Ça c'est juste la partie bio qui n'existait pas grosso modo il y a 20 ans dans les grandes surfaces. Et ça c'est en haut, pardon. En haut c'est le bio, et en bas c'est les grands groupes en Europe, Carrefour, Leclerc. C'est des modèles qui font de l'argent, c'est des modèles qui fonctionnent. Et de l'autre côté, ça assèche complètement et les salariés qui crèvent de ça, parce que c'est une misère dans des conditions précaires, qu'on minute le temps qu'ils mettent à aller aux toilettes, éventuellement les licencient s'ils ont piqué un bon d'achat de 20 centimes ou des choses comme ça. Des producteurs qui ne vivent pas de leur boulot. Donc ça c'est aussi un truc qu'on sait et sur lequel on aimerait influer en tant que consommateur dans un supermarché et sur lequel on ne peut rien faire dans le modèle classique. L'autre chose qui est peut-être plus subtile, c'est l'espèce de ségrégation sociale en fait, qui a à faire ses courses. À savoir, voilà, en haut on a une Biocoop avec des lumières tamisées, une ponce boisée, avec des produits qui sont locaux, avec une charte, avec plein de choses très, très, très propres, assez idylliques. Moi je m'arrête souvent de faire mes courses là-bas, mais c'est sans aucun doute une catégorie de population qui peut se le payer. Et de l'autre côté, il y a les Lidl avec des cartons empilés, des machins comme ça, étiquetés Origine France, et puis c'est écrit en bas né en Irlande, abattage en Irlande, découpe en Grande-Bretagne, Origine France. Voilà, tous ces trucs-là complètement délirants, et des gens qui finalement se croisent absolument jamais. Si on n'a pas d'argent, on va dans un Lidl, si on a les moyens de dépenser pour s'acheter des choses propres et locales, on va dans une Biocoop. Et donc ça, avec toutes les choses précédentes, ça a été une des motivations pour dire on aimerait que ce lieu-là, ce soit un lieu, le supermarché, où on puisse influer positivement sur ces considérations qui nous posent vraiment problème, éthique, écologique, environnementale, sociale, tout ce qu'on veut, et faire que ces catégories de population qui déjà ne se rencontrent pas parce que la ville est faite de telle façon qu'elles ne se rencontrent pas, essayer de faire qu'elles se rencontrent en fait. Et non seulement qu'elles se rencontrent, mais qu'elles travaillent ensemble. Donc ça fait déjà une problématique très très large, et si on arrive à la résoudre, on sera très content. Alors, à partir de là, quand on a tous ces problèmes en tête, je pense qu'il y a plusieurs façons de les imaginer s'y attaquer. Il y a le côté politique, en disant je vais militer dans telle ou telle partie qui va faire plus attention à ce genre de questions, je vais, je sais pas, adhérer à Greenpeace, à des mouvements qui prennent en compte ces questions. C'est ce que j'appelle un peu par le haut. Et l'approche que nous on a choisie, elle est clairement pas comme ça, elle est par le bas, à savoir d'essayer de mettre en place un modèle, de le faire fonctionner et d'espérer qu'il essaime un peu. Pour changer les habitudes de consommation. Donc ce par le bas, c'est le mouvement des coopératives, en fait, enfin pour nous. C'est parti de là. On s'est posé la question du modèle, c'est le modèle coopératif qui nous intéresse.
Alors c'est quoi le modèle coopératif? Vous connaissez tous des coopératives de commerçants. Donc ça, c'est des commerçants qui se sont mis ensemble pour partager une centrale d'achat, pour mutualiser leurs coûts, leurs flux, leurs recrutements centralisés. Donc voilà, Leclerc, Super 8, coopératives de commerçants. Il y a aussi des coopératives de producteurs. Alors ça existe, coopératives agricoles par exemple, donc ils se mettent ensemble pour que la logistique soit mutualisée. La coopérative de producteurs, il y en a une à Toulouse, je fais la pub, ça s'appelle le Récantou, si vous ne connaissez pas. C'est rue des 7 Troubadours. C'est super bien. Il y a plein de choses, c'est pas très cher, c'est du local, c'est des producteurs de la région qui se sont mis ensemble pour ouvrir une boutique ici et qui proposent des produits à des prix plutôt intéressants. Mais bon, on est sûr que c'est du coin, c'est direct producteur, donc il n'y a pas toutes ces histoires de marge qui partent en cours de route. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est ni l'un ni l'autre. Ça s'appelle une coopérative de consommateurs. Une coopérative, c'est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations, besoins économiques, sociaux, culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et le pouvoir est exercé démocratiquement. Ça, c'est la définition. Il y a plein de choses là-dedans. Donc ça, c'est le bel emballage théorique de la chose. Et plus en détail, les grands principes des coopératives, c'est déjà que chaque membre d'une coopérative a une voix. Donc déjà ça s'oppose directement au modèle des sociétés anonymes classiques où en fait il suffit d'acheter des actions en bourse pour avoir plus de voix. Et dès qu'on a 50% d'un patron, donc là c'est pas possible. On peut acheter autant d'actions qu'on veut si on veut, mais on n'aura toujours qu'une voix. C'est une espèce de façon de se prémunir contre les prises de contrôle. Dans les statuts de ces coopératives-là, il y a l'éducation, la formation, il y a l'information, la transmission de savoir, c'est vraiment essentiel en fait dans le modèle. Il y a la transparence de tout ce qui s'y passe. Voilà, encore contrairement aux sociétés plus classiques. Il y a cette question de double qualité des membres, à savoir qu'on est en même temps sociétaire, c'est-à-dire qu'on a une part dans la coopérative, et en même temps on utilise ses services. On est en même temps utilisateur et détenteur, ce qui n'est pas le cas quand on va faire ses courses chez Carrefour, normalement. Il y a ce principe que les réserves sont impartageables, donc elles ont une espèce de statut à mi-chemin entre public, l'argent public, et l'argent privé appartenant à quelqu'un. C'est l'argent collectif qui ne peut pas être mis sous un statut différent que l'argent collectif qui appartient à la coopérative. On ne peut pas dire, tiens, tout va partir du côté du président de la coopérative, du directoire ou de quoi que ce soit. C'est important aussi qu'on soit libre d'y adhérer, ça veut dire que c'est pas un club, qu'on n'est pas censé respecter tel ou tel critère pour y entrer, même financier. Et puis il y a cette question très importante de l'autonomie et de l'indépendance, parce que pour ceux qui ont un peu l'expérience de ça, il y en a eu plein des projets dans ce genre-là qui ont gonflé, qui sont devenus des très très gros machins, qui sont devenus finalement des usines à faire beaucoup d'argent et qui ont perdu un peu leur principe en cours de route. Donc dans ce principe coopératif, au départ, il y a cette idée que même si on fait des partenariats, ça ne doit pas influer sur notre capacité démocratique à décider par nous-mêmes. On peut faire les partenariats avec qui on veut, mais ça ne changera pas le fait que la décision est prise en interne. Et enfin, il y a la coopération entre coopératives, donc l'impératif d'essaimer le projet, de tout faire pour que ces concepts-là puissent s'éteindre. Donc ces histoires de coopératives de consommateurs, c'est pas une idée qui est née ni dans ma tête, ni dans la tête des gens qui ont monté la Louve à Paris, ni même de ceux de Brooklyn. C'est un très très vieux machin en fait, qui date du milieu du 19e siècle, où des gens qui commençaient à être étranglés par la montée des prix, c'est-à-dire que les gens qui détenaient la farine, du pain, créaient des pénuries pour faire augmenter les prix.
Et donc en réaction, il y a eu l'association de travailleurs qui ont monté ces entités-là, les coopératives, pour détenir le pouvoir de... alors dans différents domaines, hein, ça peut être la banque, le crédit, la construction, de pouvoir faire par eux-mêmes les choses sans qu'il y ait cette détention de pouvoir qui leur échappe, en fait. Donc il y a eu une expérience en 1835 à Lyon qui a été très très brève, et ensuite c'est plutôt Rochdale en Angleterre qui a, semble-t-il, une très grosse expérience qui a vraiment lancé le concept. Là où c'est intéressant et qu'on ne sait plus trop aujourd'hui, c'est qu'il y avait 2 millions de personnes qui étaient membres de coopératives de consommation après-guerre en France, ou sur 40 millions de Français, ça fait beaucoup de gens. Donc ce modèle a bien fonctionné. Et puis ce modèle s'est bien cassé les figures dans les années 80 pour disparaître aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de coopératives de consommation consommateur. Donc ça, c'est des interrogations qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire, ce truc-là a déjà été fait, ce truc-là s'est déjà cassé la gueule, et il faut qu'on soit clair sur les raisons de ça, sinon on va faire la même. En fait. Donc sur les raisons de cet effondrement dans les années 80, il semblerait que, bon, évidemment, l'arrivée des hypermarchés, elle soit responsable de ça, et l'incapacité de ces coopératives de consommation à s'adapter à ce modèle-là, à faire la taille des prix que le supermarché eux-mêmes. Mais il n'y a pas que ça, semble-t-il. Il y a un peu plus que ça. Ces coopératives de consommation, c'était des coopératives où on adhérait, on allait faire ses courses, et puis en fin d'année, on avait ce qu'on appelait la ristourne, c'est-à-dire que les bénéfices qui avaient été engrangés par la coopérative étaient reversés aux coopérateurs. Et c'est tout en fait. Le seul lien que les gens avaient avec cette coopérative, c'était ça, c'était d'être là, de participer à ça, éventuellement d'aller, ils avaient, comme je vous le disais, le droit d'aller aux assemblées générales, ils avaient une voix, mais le lien c'était seulement ça. Peut-être pas vous, mais il y a plein de gens qui sont dans des coopératives aujourd'hui, bancaires, mutuelles, assurances, etc. On reçoit régulièrement dans son courrier une invitation à aller à l'assemblée générale, etc. Puis on n'a pas le temps. Parfois on vote en ligne sur le truc vite fait. Le lien se distend. Et ces coopératives-là qui sont tombées dans les années 80, elles avaient tellement grossi, le lien s'était tellement distendu que les gens ne voyaient pas vraiment l'intérêt d'aller faire ces courses-là plutôt que chez Carrefour en fait. Donc il y a cette question du lien, peut-être de la taille aussi, il y a cette question du lien qu'on ne va pas pouvoir éviter. Et donc dans la recette pour faire marcher ces trucs-là, il faut qu'il y ait davantage de liens que juste dire à des gens vous êtes coopérateur, vous pouvez voter, au revoir. Alors, en même temps que les coopératives de consommateurs se cassaient les figures dans les années 80, en 73, c'est écrit sur ce panneau là, à Brooklyn, dans un quartier qui était complètement populaire et qui n'est plus du tout aujourd'hui, s'est montée une coopérative qui s'appelle la Park Slope Fruit Coop. Park Slope, c'est le quartier. Et donc elle a 44 ans aujourd'hui, ça existe toujours, et donc elle a essayé de définir un nouveau modèle de coopérative de consommateurs, et visiblement elle a réussi, parce que 40 ans après, ça fonctionne toujours. Empiriquement, en modifiant le modèle au fur et à mesure, elle a réussi à faire fonctionner quelque chose qui semble-t-il est pérenne. Donc à Paris, à la Louve et à Toulouse, à la Chaux-de-Coq, on est très attaché à bien regarder ce qui se passe là-bas, parce que semble-t-il, les paramètres qui ont été utilisés là-bas sont les bons, et d'après les gens qui y sont depuis 40 ans, il faut faire bien attention à ces paramètres, on en reparlera après. Parce que les modifier un tout petit peu, ça risque de fragiliser ce modèle qui demeure fragile quand même. Donc je vous propose de regarder une vidéo qui montre... Alors il y a eu un film fait par Tom Booth, qui est un des fondateurs de la Louve à Paris, qui a beaucoup communiqué avec Park Slope Food et qui a fait un long métrage qui est sorti, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Food Cop. Et je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film-là.
Donc c'est pas un repère de beatnik, c'est un supermarché qui fait 30 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, et c'est dans la grande distribution, on mesure les bénéfices par mètre carré, donc c'est le plus gros bénéfice par mètre carré des États-Unis. En fait. Donc ça fonctionne. Je pense que je ne sais pas si le document est assez clair, mais pour les principes, vous avez vu ce qu'il en est. À savoir, les gens donnent 3 heures de leur temps par mois environ, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de main-d'œuvre. Il y a quand même des salariés. Il y a un salarié pour 250 adhérents à Brooklyn, c'était 70 personnes, je crois, avec des histoires de grille de salaire, quelque chose aussi assez éthique sur lequel ils se sont posés des questions. Et donc toute cette main-d'œuvre-là, c'est donc des gens qui participent au fonctionnement de l'endroit qui les nourrit. Il n'y a plus besoin d'autant de main-d'œuvre, et du coup, vous l'avez vu dans les prix, parfois c'est assez impressionnant la différence de prix entre le prix traditionnel. Et il y a cette part de charge, de salaire, qui est diminuée non plus, et qui rend les produits beaucoup plus attractifs. Là. Ce qui permet à des gens qui d'habitude n'iront pas dans ce genre d'enseigne, vous voyez, tout n'est pas bio. C'est vrai si on en discutera après. C'est pas intégriste, bio, local, etc. Et donc des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller dans ce genre d'enseigne peuvent s'achalander là à la Côte Côte pour qu'ils habitent dans le coin. C'est devenu un quartier très bobo, paraît-il. Voilà, c'est la gentrification du quartier qui a fait ça, mais au départ ça n'en était pas un, c'était Brooklyn. Et donc ce modèle-là essaime un peu du fait de la saturation du lieu aux États-Unis et essaime en France depuis 2006 que la Louve a commencé à essayer de reproduire le modèle. Donc la Louve a ouvert ses portes en octobre-novembre, et l'ouverture officielle a été faite il n'y a pas très longtemps, ils sont en montée en puissance. Ça se passe à Paris, et il y a aussi un film rapide qui les a aidés à monter ce projet. C'est le plus gros projet de France Active, qui est une fondation qui essaie de lancer des projets de ce type. Donc on ne peut pas encore savoir si ça marche, c'est un peu tôt, mais ça a l'air parti pour. Ils ont strictement reproduit le modèle de Brooklyn, dans les moindres détails, c'est vraiment de la duplication pour éviter, comme je disais tout à l'heure, le risque de fausser des paramètres qui seraient importants. Donc c'est un supermarché coopératif et participatif. Ça veut dire que les gens doivent s'impliquer, et ça veut dire que c'est une condition nécessaire, c'est pas optionnel. Alors, par exemple, quand on a commencé à présenter ce concept-là à Toulouse, on faisait des réunions publiques, et il y a des gens qui nous disaient « Moi, je ne peux pas donner 3 heures par mois, donc comment je vais faire pour venir dans notre supermarché ?» Puis on était un peu coincés avec ces réponses-là. En fait, maintenant, la réponse est claire. Si un parent se pointe dans une crèche parentale en disant « Pour aller prendre mes enfants, par contre, je ne peux pas trop donner un coup de main », on va se faire jeter. Et là, c'est pareil, c'est central dans le projet. Donc la partie participative n'est pas optionnelle du tout. On ne peut pas l'échanger contre un montant d'adhésion ou quoi que ce soit d'autre. Ça va faire partie du lien qui va faire que les gens s'investissent dans le projet et sentent que ça leur appartient, c'est le truc qui manque, je pense. Donc on se pose la question des recettes un peu qui ont fait fonctionner ce modèle et auxquelles il ne faut pas trop toucher. Donc sur les prix attractifs, là c'est clair que toute cette partie charge salariale est grandement diminuée par le fait que des gens travaillent et font fonctionner le modèle. À Toulouse, on est déjà 600, plus de 600, et on arrive déjà, alors qu'on est très petit, à avoir des prix qui sont à peu près au niveau de la Biocop ou un peu moins, avec les volumes d'achat qu'on a. C'est vraiment tout début, mais c'est assez simple de vendre des choses moins chères que la grande distribution. Parce qu'ils font des marges importantes, et puis ils ont des coûts importants de fonctionner. Alors il y a un point qui est très important, je pense, dont on a beaucoup discuté au début. Quand on commence à monter un projet comme ça, nous c'est en 2015 qu'on a démarré cette histoire, forcément il y a plein de gens qui ont plein d'envies très, très, très belles qui nous rejoignent. Des gens qui disent qu'il faut manger vegan, qui pensent qu'il faut manger au rythme des saisons, qu'il ne faut pas manger d'huile de palme, qu'il faut manger selon le rythme lunaire ou quoi que ce soit, étiqueté bio, pas bio. Et donc il y a
tout le monde a sa vision de la chose, et donc si on faisait le point commun de tous ces gens-là, on aurait un supermarché avec 10 produits, et qui intéresserait personne, qu'on vendrait à un prix probablement pas intéressant. Et donc, dans ce modèle-là, vous avez vu dans le film, c'est tout le contraire, à savoir, on va vendre du très méchant Nutella, on va vendre du très méchant Coca-Cola, on va vendre des choses que les gens ont besoin d'acheter. Et alors là, on est un peu coincé parce que j'ai commencé à exposer en disant mais c'est quand même dégueulasse, ça bousille la planète. Là où c'est intéressant, c'est qu'on prend la chose dans l'autre sens. Plutôt que de dire voilà la morale, c'est mal de consommer ça, il ne faut pas que vous le fassiez. Les gens vont se pointer, vont voir qu'il n'y a pas de coca, ni de Nutella, vont partir chez Carrefour. On va commencer dans l'autre sens. On va dire c'est un supermarché normal. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Une fois qu'on sera les 2000 qu'on espère, il y aura des AG comme il y en a déjà, et puis dans les AG on discute. Et si on peut vous dire, on a trouvé du Nutella qui est sans huile de palme dégueulasse, à peu près au même prix ou moins cher que le Nutella, on vote, et si vous êtes d'accord, on dégage le Nutella. Et c'est important de faire dans ce sens-là, pour que les gens s'approprient la question en fait. Parce que les bobos, intello comme moi, ils sont au courant de ce truc-là, mais il y a plein de gens, ils n'en sont pas vraiment conscients, et puis si on ne fait pas cet effort d'éducation et d'information pour diffuser ces idées-là, on aura raté le boulot en fait. Donc ce qui s'est passé sur les 40 ans de Brooklyn, il y en a eu plein des questions comme ça, il y a eu plein de batailles. Eux, ils sont... Je me souviens d'une en particulier sur l'histoire du boycott, un truc qui est complètement tabou en France, d'ailleurs illégal. Boycott des produits des territoires israéliens, c'est le mouvement BDS. Là-bas, ça a fait beaucoup de bazar, ils ont voté en EG, et donc il n'y a plus de produits israéliens à la food court. C'est des choses qui ont été discutées, mais pas imposées par le staff ou quoi que ce soit. Il y a eu la question des sacs plastiques, par exemple, ça a été discuté. Est-ce qu'on garde les sacs plastiques? Et ça a été voté, et ils ont voté pour garder les sacs plastiques. Parfois, ça ne prend pas la direction que la bien-pensance imagine, c'est comme ça. On ne peut pas aller contre le fonctionnement démocratique. Il y a eu la révolte des célibataires aussi, ça c'est assez marrant. Il y a des célibataires qui à un moment ont dit mais c'est pas normal parce que nous on fait 3 heures par mois pour faire nos courses alors que les familles elles font 3 heures par mois pour nourrir toute la famille. Donc, pareil, ça a été discuté en EG et puis on a décidé que chaque adulte d'un foyer devait contribuer avec ses 3 heures. Pas les enfants quand même. Voilà, tout ça se fait dans un principe qui est de discuter les choses et de transmettre l'information nécessaire à faire des choix. En fait. C'est le principe démocratique normal, c'est-à-dire que normalement, si on pose une question par référendum à la population, il faut normalement l'informer correctement avant de poser la question, sinon c'est pas démocratique. Là, c'est la même chose. Donc faire vivre le lien, ça veut dire que c'est pas une secte, c'est juste qu'on va y passer 3 heures par mois. Donc là, il y a un lien qui est impératif et on espère que le fait d'y venir 3 heures par mois pour bosser, ça va faire que quand on lancera un appel à une assemblée générale, les gens viendront aussi pour s'intéresser à leur supermarché et à son fonctionnement. On n'aura pas 100% des gens, mais on aura peut-être plus que quand la naïf est nagée. Malheureusement, les gens ne viennent pas parce que voilà, c'est loin. Et donc, la définition très exacte de ça, c'est supermarché coopératif et participatif. Alors, en France, ça, on est là. En 2015, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ce truc, il y avait la Louve, il y avait Super Quinquin, la Lille, qui démarrait aussi. Il y avait à Bruxelles la Biscope qui démarre. Et c'était à peu près tout. Il y avait Supercop à Bordeaux. Là, on en est à plus de 30 projets en France, parce que visiblement le concept intéresse. Et puis à Paris, ils ont fait beaucoup de boulot pour que ça essaie, ils ont vraiment diffusé. Diffuser, ça veut dire le concept, mais ça veut dire plus que ça. Ça veut dire diffuser tout le système de gestion informatique, parce que c'est un enfer. Les fournisseurs, la façon de gérer les fournisseurs, les logiciels de gestion, les comptes, tous ces trucs-là qui vont coûter plein d'argent si on les fait tout seul. On va se planter tout seul si on réinvente le fil à couper le beurre, et où l'expérience de Brooklyn a été transmise à Paris, et Paris transmet aussi. Donc là, il y en a partout, Grasse, à Annecy, Lyon. Il y a plein de projets qui sont partis de façon un peu différente. C'est assez marrant d'ailleurs de voir comment, finalement, tout en préservant bien le modèle, en faisant bien attention de ne pas
de ne pas changer les paramètres importants. À la Supercop, il y a eu peut-être plus de personnalisation du pouvoir. À Toulouse, on a fait très attention que ça reste complètement démocratique. On a beaucoup bossé là-dessus. Nous, on est parti très en amont sur les histoires de chartes graphiques, de chartes de consommation, de gouvernance. D'autres COP sont venus beaucoup plus tard, ces trucs-là, ont eu beaucoup de problèmes en cours de route. Voilà. Donc chacun à sa façon, mais toujours en suivant ce modèle-là. Et donc à Toulouse depuis 2015, donc, on a ouvert en janvier de cette année un petit local qui est intermédiaire qu'on appelle le Lab, qui est vraiment une façon pour nous d'expérimenter tous les process de fonctionnement. C'est déjà très très compliqué, croyez-moi, de faire fonctionner un tout petit magasin de 100 mètres carrés, de faire les commandes, de gérer les gens qui y travaillent. On a fabriqué les meubles, c'était du boulot aussi. On a retapé tout un local que la mairie nous a de façon plutôt intéressante loué. On a cherché pendant 6 mois à avoir un lieu, et la mairie a fini par nous trouver quelque chose dans ce quartier qui va finir par sauter. Le quartier des futurs quartiers d'affaires en fait. On a un bail de 1 à 2 ans. Et d'ici là, on espère avoir trouvé les 1000 mètres carrés dont on a besoin pour lancer le supermarché dans sa forme finie. Donc on a déjà des AG, des discussions, tout un schéma de gouvernance. Alors là, ça ressemble à ça. Il y a plein de groupes spécialisés dans différentes tâches. Le foncier, la recherche d'un local, les achats, les contacts avec les producteurs, la sélection selon des critères particuliers, l'approvisionnement, la communication, le plan de financement qui va être monté pour le 1 million d'euros dont on va avoir besoin pour lancer le supermarché. La gouvernance, l'informatique, le juridique. Et donc, c'est des gens de chacun de ces groupes-là qui se retrouvent dans le comité de pilotage, qui prend des décisions, et si les décisions sont trop importantes pour être décidées par le comité de pilotage, elles sont soumises en AG. Les points sensibles, après 2 ans de faire fonctionner ce projet-là, du vécu que j'aime de cette histoire-là, la question de la gouvernance, elle est très importante, et nous, on est assez contents d'avoir bien travaillé là-dessus. Il y a toujours un moment des histoires de prise de pouvoir, de gens qui savent mieux que les autres comment ça doit marcher, et qui essaient de s'accaparer ce pouvoir-là pour faire que ça ressemble à ce dont ils souhaitent. Nous, on a eu déjà des questions comme ça, on a déjà eu des problèmes comme ça, et comme on avait bien préparé le coup, en fait, on a assez vite évacué ces problèmes-là. Ce qui est marrant, c'est que quand on démarre fleur au fusil, parce qu'aucun de nous ne s'y connaît en grande distribution, on démarre en disant on fera des assemblées générales pour décider où est-ce qu'on achète les stylos Bic éthiques, et de quelle marque et en quelle quantité. Et puis, au fur et à mesure qu'on fonctionne, on se rend compte qu'on ne pourra pas tout décider en AG. Puis finalement, le principe est assez simple, il vient assez naturellement, c'est les gens qui font décident, en fait. Les gens qui se sont investis dans les groupes ont ce pouvoir de décision. Mais pourquoi ça reste démocratique? Parce que les groupes, ils sont ouverts, ce pas des choses fermées, vient qui veut. On a eu dans des AG des gens qui débarquaient, qui nous disaient j'achète mes produits chez Biocop, chez vous il n'y a pas la farine machin, il n'y a pas ce truc. On leur a dit voilà, la porte est ouverte des groupes d'approvisionnement si vous avez des choses intéressantes à apporter. Vous ne pouvez pas vous comporter comme un client, là c'est pas une histoire de clientèle, c'est vraiment une histoire de participatif. Si vous voulez que ça change, vous devez influer en participant, vous ne pouvez pas demander des choses comme client d'un magasin. Donc cette histoire de faire que les gens se sentent non pas clients mais adhérents ou membres, c'est un gros boulot. De faire comprendre que ce rapport-là au magasin, il n'est pas de clientèle. C'est pour ça qu'on s'est un peu gardé de faire de la pub. On a eu au tout début un passage télé à France 2 qui a impliqué une adhésion de 500 personnes d'un coup.
Et on s'est rendu compte que les gens là, ils venaient parce qu'ils avaient vu dans le film que c'était pas cher, etc. Et on s'est rendu compte que là, on va noter des clients, mais pas des membres. En fait. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Et Paris a fait très attention aussi à ça, de ne pas faire trop de publicité dans le sens venez, c'est pas cher. Il faut que les gens viennent pour un petit peu plus que ça quand même. Dans les points sensibles qui intéressent le design dont on a beaucoup discuté, il y a cette histoire de gestion des tâches. Il va y avoir plein de postes dans ce supermarché. Voilà, des coupes de fromage, de gestion de la caisse. On a déjà la caisse là, dans un petit magasin. Gérer une caisse, c'est pas compliqué. Et puis des gens qui connaissent rien, et parfois qui détestent l'informatique, leur dire vous allez faire la caisse pendant 3 heures, il y en a que ça stresse beaucoup et pour qui c'est très compliqué. Donc la question de bien définir les tâches, leur durée, comment les connaissances vont être transmises, c'est le point qui vient derrière sur la transmission des connaissances. C'est vraiment un point assez compliqué pour nous, qui nécessite de bien réfléchir en amont sur le format de tout ça. Et puis on a un point sensible aussi qui est de convaincre un peu les élus locaux. On est tombé dans une mandature de droite qui ne nous est pas très très propice, que le projet est intéressant. Pour l'instant on nous dit mais vous allez faire de la concurrence aux commerçants, donc on ne va pas vous aider. À Paris ils ont eu un énorme soutien de la mairie en fait, qui était vraiment participant au comité de pilotage externe de la LOU. Bon, à Toulouse, on n'en est pas encore tout à fait là. La mairie nous a trouvé un petit local, on essaie de les amadouer en les incitant à nous trouver 1000 mètres carrés. Pour l'instant, c'est assez compliqué. Voilà, ça fait 2 ans qu'on y travaille, ça avance doucement mais sûrement. Comme on est beaucoup, ça avance. On n'est pas bloqué. On apprend plein de choses tous les jours. Et puis, si vous voulez venir rendre visite, ça se passe rue de Lyon, avenue de Lyon, 12 avenue de Lyon. C'est ouvert le vendredi après-midi et le samedi matin. Donc on peut venir adhérer, il faut adhérer, ça coûte 25 € l'année ou 10 € pour les minima sociaux sans justificatif. Et on peut faire ces courses-là, venir s'enquérir du concept et voir un petit peu l'ambiance, c'est assez sympa. Voilà. Merci. J'avais une question par rapport au statut associatif. Comment se décident justement les rémunérations pour les employés, et est-ce qu'il y a le risque qu'il y ait des décisions quant à l'augmentation de salaire qui soient prises par du coup une minorité parce que pas assez de participants à l'ordre des AG voilà. Alors il y a une histoire de label économie sociale et solidaire maintenant qui existe. Et ce label-là, nous on veut vraiment l'obtenir parce que ça permet d'obtenir des financements. Et donc les entreprises qui sont du domaine de l'économie sociale et solidaire s'engagent sur pas mal de points, et ça en est un, que l'échelle de salaire interne ne dépasse pas un facteur de 1 à 7, je crois. Donc déjà dans les statuts, il y a ce truc-là, et 1 à 7, quand on regarde ce qui se fait actuellement dans les boîtes privées, c'est complètement utopique. Voilà, ça veut dire que le maximum est à 8 000 €, donc ça n'arrive nulle part. Donc il y a déjà cette limitation-là. À Paris, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, je sais qu'à Brooklyn, il y a 2 grilles de salaire à l'ancienneté. Et c'est déjà des très bons salaires dans les 2 cas. C'est plutôt des salaires dans le haut des fourchettes, en fait. Alors après, sur l'histoire de prise de décision, c'est vraiment la gouvernance telle qu'elle est organisée qui va éviter que ces choses-là soient faites sous le manteau, hein, donc la transparence des décisions. Alors on peut être légitimement inquiet que des gens réussissent à s'accaparer ce genre de décision-là, mais a priori, dans la façon dont on organise la gouvernance, on s'en est un peu prévenu. Est-ce que ça m'a amené sur justement un deuxième questionnement? Imaginons que le projet grandisse, que dans une même ville, on se retrouve avec plusieurs coopératives, qui du coup, si jamais il y a un intérêt à un moment personnel à réduire le prix, on pourrait retomber dans un système où en fait on va dévaloriser la valeur de l'aliment et de celui qui produit. Alors, il y a un point dont on n'a pas du tout parlé, du coup, ça me fait penser. Dans la grande distribution, en fait, ils font des produits d'appel, il y a des choses qu'ils vendent à perte. Il y a des produits dont on ne sait pas ce que c'est, les gens qui travaillent là-dedans savent.
qu'on peut acheter, ça fait perdre de l'argent au supermarché. Si on savait, ce serait intéressant. C'est pas interdit la vente à perte. Et donc, comment? C'est pas interdit la vente à perte, normalement. Alors, si, c'est interdit la vente à perte, mais je pense que leur façon de le faire avec marge avant, marge arrière, etc., fait que ça passe. De toute façon, c'est des spécialistes de faire des choses interdites de façon légale. Et donc, la question de la marge pour chaque produit est très importante dans le modèle. Dans les supermarchés, en fait, dans toutes les enseignes, il y a des marges en fonction des intérêts qu'ils ont à récupérer tel ou tel revendeur, produit, etc. C'est complètement corrélé à des intérêts qui sont propres, d'où cette question, je pense. Et dans ces systèmes-là, la marge est fixe, en fait. La marge est de 20% pour tous les produits, point final. On ne dit pas à tel bonhomme, on va vendre plus de ton produit parce que tu as une bonne tête, et donc on va le vendre moins cher et ça a une petite marge dessus pour t'aider. La marge est complètement fixe, c'est-à-dire c'est notre engagement à faire que les gens qui achètent chez nous, ils savent que nous on a acheté le produit à tel prix, on a mis 20% pour le fonctionnement, puis point final. Donc ça limite aussi la capacité de faire des arrangements locaux. Tu peux poser une question? Et qui décide de cette marge? Pardon. Dame d'abord. Qui décide de cette marge? C'est vous qui l'avez décidé? Alors ces 20% là, c'est un des paramètres de Brooklyn en fait, et qu'on a repris, et encore une fois, surtout qu'on ne touche pas, en essayant d'éviter que ce modèle ne soit pas adaptable en France. Si on fait plein d'argent, peut-être qu'on diminuera la marge. Eux, ils s'en sont servis à Brooklyn pour essaimer le concept ailleurs. Après, on peut décider ce qu'on fait des bénéfices qu'on tire de ça. Et qui fait les démarches de négociation auprès des producteurs? Alors il y a le groupe Appro, des gens qui se sont improvisés acheteurs, c'est un gros boulot en fait. Alors il y avait cette question compliquée aussi en cours de route. À l'automne 2015, on est allé rencontrer la Louve, c'était la première fois. On est arrivé un peu pareil, la fleur au fusil, en disant c'est super, on va faire un supermarché, on achètera des œufs, on ira le chercher avec un panier dans le coin, puis on ira couper nous-mêmes des légumes, et tout ça. Donc ils nous ont ramenés sur Terre. On achète à des grossistes. Ce qu'on fait, c'est du détail, c'est du commerce de détail, et le métier de grossiste, c'est un autre métier, et si on veut faire les deux en même temps, ça va être déjà un gros boulot, parce que rien que ça, c'est déjà monstrueux, le boulot qu'on a à faire pour sortir un supermarché. Le grossiste, son boulot, c'est de centraliser, et de faire qu'il n'y ait pas 70 camions qui arrivent dans le magasin supermarché à Toulouse dans la journée, avec chacun des producteurs de la région qui débarque, ce qui est complètement anti-écologique. Donc, le jeu, c'est de faire qu'on ait un grossiste qui fasse un petit peu attention à la qualité de sa production, à la rémunération des producteurs, ça existe. Un grossiste qui éventuellement ait été producteur auparavant, qui sache exactement ce qu'il en est et qui ne soit pas quelqu'un qui aille arnaquer les producteurs en mangeant sur leur dos. Donc on va acheter auprès des grossistes. On achète aussi auprès de petits producteurs pour l'instant, ça ne sera peut-être pas durable, ça dépend des produits. Il y a des choses qu'on achète à petite échelle, des choses qu'on achète auprès de grossistes. Donc il y a un groupe d'appro qui se fait la main dans le lab avec ça, à faire des achats. Alors, il y a un truc qu'on imagine aussi peut-être pas, j'en profite. Dans un supermarché type Carrefour Market, là, qui est en ville, il n'y a pas de stock en fait. C'est des marchés qui marchent en flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a la centrale d'achat Carrefour derrière, tout est informatisé, machin, on sait ce qui manque, le truc déboule à 6h du matin avec tout ce qu'il faut, remplir à l'image. Et donc ils ont quelques placards derrière avec un tout petit peu de stock, mais il n'y a rien en fait. Et nous, ce modèle-là, évidemment, on ne pourra pas l'appliquer parce qu'on n'aura pas de centrale d'achat derrière. Donc quand on envisage de mettre 1000 m² de supermarché, ce qui fait un très gros truc, il y a la moitié de stock. C'est 500 m² de stock. Parce que on n'est pas en flux tendu du tout, et il va falloir qu'on stocke les livraisons des 30 producteurs appareils qu'ils ont, des 30 fournisseurs. C'est déjà quand même 30 livraisons. Donc, En fait, du coup, on a parlé des supermarchés, mais ce qui est aussi en place, il y a les MAP, les AMAP, par exemple à Toulouse, il y en a à peu près dans chaque quartier. Et comment vous avez un peu étudié les problématiques d'une AMAP et là où là ça fonctionne et où là finalement peut-être ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, c'est quand même dans ce système coopératif, il y a un peu de ça, il y a aussi un peu le fait de participer à une AG, de tenir peut-être 1 ou 2 fois dans le mois une distribution et tout ça.
En fait, ce que répond Tom à cette question-là, et je pense qu'il n'a pas complètement tort, le système de AMAP, c'est très bien. Hein. Bon, il n'y a pas cette histoire d'implication dans le fonctionnement. Généralement, on regarde les producteurs bosser, parfois on fait un petit coup de main. Le truc, c'est que c'est absolument pas généralisable dans une ville, en fait, une AMAP. C'est-à-dire que si tu prends une AMAP avec, je sais pas, 30 personnes, là, comme ça existe, et que tu regardes sur le million de personnes du bassin toulousain, tu vois combien d'AMAP ça fait autant de livraisons, en fait, c'est foutu. Donc le fait qu'on soit tous densifiés sur ce territoire-là et amassés, ça fait qu'il y ait un modèle de diffusion des denrées alimentaires qui ne peut pas être celui-là. Et donc ce système de grossistes et de supermarchés, c'est la seule façon de faire que ce ne soit pas complètement anti-écologique. C'est-à-dire en termes de logistique, parce que sinon ça donne des camions et des livraisons, des flux en permanence. Donc le système est intéressant, les AMAP c'est intéressant, mais je pense que ce n'est pas complètement généralisable. Et il y a un autre truc, c'est que dans les AMAP, malheureusement, il y a quand même un truc finalement assez difficile à concevoir, c'est que les gens qui ne viennent pas dans les AMAP, les gens qui n'ont pas les moyens, alors c'est pas forcément une histoire de moyens, c'est vraiment une histoire de culturelle. Toutes ces histoires de choses qu'on se crée, là, parce que nous on est un peu éduqués à ces questions-là, et des gens, même s'ils savent que ça existe, ils n'y iront pas parce qu'ils considèrent que c'est pas trop un lieu pour eux en fait. Ça crée quand même une espèce de ségrégation sociale. Et nous, on entend vraiment s'attaquer à ce truc-là, de faire se rencontrer des gens qui se croisent jamais. En fait. Comme on l'a vu à Brooklyn, un chauffeur de métro, en même temps que des ingénieurs qui bossent au même endroit, et c'est pas leur revenu qui fait la distinction sur le lieu de leur poste. Un système qui casse un peu l'univers du mono-emploi, quoi. C'est au lieu de simplement être cantonné à une tâche, tu peux remplacer le temps que tu donnerais juste sur un mode de travail et qui t'apporterait de l'argent, c'est ça, c'est de dire, bon, de plus en plus de gens ont du temps libre, soit par des RTT, soit par du chômage, et de faire que ce soit pas un handicap, de dire qu'au contraire, déjà ça crée du lien social dans un quartier, et puis ça donne des avantages qu'on n'obtient pas forcément avec le salaire qu'on aurait obtenu en bossant 3 heures, qui revient à pas grand-chose. Et comment vous vous positionnez par rapport au réseau ou à l'informatique ou autre chose comme ça qui existe toujours ? En fait, on veut vraiment faire un supermarché. C'est-à-dire, c'est pas du tout. On essaie de s'en convaincre nous-mêmes, parce que parfois on a du mal à y croire, mais on veut vraiment faire un supermarché. Le truc qu'on a vu à Brooklyn, c'est un vrai supermarché. C'est-à-dire que des gens qui vont chez Lidl vont se dire tiens, je vais aller là parce que c'est pareil. Pour l'instant, avec Ankou et Affirmatitude, c'est pas cette échelle-là. Donc il y aura cette diversité de choix, et aussi amener les gens à ce questionnement qu'on parlait tout à l'heure, de dire est-ce que ce choix-là est indispensable, est-ce que ces choses-là on peut s'en passer. Donc il y a vraiment ce côté, dans un premier temps, de créer vraiment une duplication de ce modèle de supermarché classique, et ensuite d'amener les questionnements intéressants pour nous, qui font éventuellement évoluer les consommations des consommateurs. Si pour la suite, des questions, prenez le micro. Vous entendez pas. Est-ce que les gens qui viennent bosser bénévolement là-bas, ils viennent tous pas à la même aura, parce que par rapport à leur travail, soit ils viennent avant le travail, soit après le travail, donc du coup ça donne des flux où tout le monde arrive en même temps. Ouais, alors ça c'est un truc auquel on n'a pas été confronté évidemment pour l'instant, parce qu'on a une toute petite échelle, il faut 3 000 € par semaine de vente, donc c'est plutôt ridicule. Mais je pense que ce problème de flux, il se gère tout seul, parce que du coup, quand les gens ont du temps libre, c'est aussi les moments de fréquentation des supermarchés. Enfin, typiquement, ça va être samedi, l'heure de pointe, par exemple, c'est là où les gens ne bossent pas. Là où tout le monde bosse, ça va être, mettons, mardi matin, il y aura moins de main-d'œuvre, mais il y a aussi moins de clients à cette heure-là. Je pense que le système s'autorégule. Et encore une fois, ces questions-là, elles ont déjà été gérées à Brooklyn depuis 40 ans, donc le modèle informatique pour gérer cette répartition des tâches est déjà carré. Et en fait, vous avez peut-être... Je suis ensemble. En fait, vous avez du coup...
Vous avez sûrement du coup tout intérêt à ce que ça prenne de l'ampleur, parce que plus ça prend de l'ampleur, plus au niveau de la gestion des grossistes, il y a ce phénomène dans les supermarchés, plus il y a du débit, les prix sont intéressants. Peut-être que ça s'applique aussi. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des économies d'échelle, le fait que les grossistes auxquels on achète vont nous dire à un moment vous êtes dans telle catégorie où vous foutez la rabais. Mais c'est quand même la partie des charges salariales qui fait la grosse différence. On est déjà, là on a des prix les grossistes, mais on arrive bien rigolant parce qu'on n'a rien. Et là déjà on est intéressant, donc il y a quand même cette partie des charges qui a une influence considérable sur le prix final. Est-ce que vous avez un statut d'association ou de coopérative? Alors, le modèle il est compliqué, et à Paris ils ont bossé sur le modèle juridique pendant plusieurs années, parce qu'il ne faut pas se planter, et il y a l'URSSAF derrière qui vérifie que ce n'est pas du travail dissimulé, donc il fallait vraiment assurer le coup. Donc ils ont eu une espèce d'autorisation tacite de l'URSSAF pour avoir bien vérifié dans tous les coins comment ça fonctionnait, mais c'est vraiment un truc, c'est amusant, ça n'existe pas en fait, en France. Donc à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose d'administratif, on est coincé parce que ça ne rentre dans aucune case. C'est une association, nous pour l'instant on est association, on est en train de travailler les statuts, et on va déposer les statuts de la COP le mois prochain parce qu'on est en train d'atteindre les 60 000 €, qui est la limite max pour ne pas déclarer aux impôts et TVA. Donc on n'a plus le choix. Et donc les gens qui travaillent sont des adhérents de l'association qui travaillent bénévolement pour la COP. C'est le montage qui a été retenu, et donc dupliquer ce truc-là très clairement, pour toutes les raisons juridiques qui font que les gens ne sont pas susceptibles d'être accusés de travail dissimulé. Vous allez déposer à l'URDSCOP avec un gérant Ouais. On est en train d'écrire ce statut-là, on bosse là-dessus, on les présente en AG le 2 mai, donc lundi prochain. On va avoir travaillé dessus. Là où c'est amusant, c'est que par exemple, à Paris, ils ont reçu plein de sous de la Massif, une fondation Massif qui les a financés. Et puis quand ils ont eu fini leur truc et que ça marchait, ils se sont dit il va falloir qu'on assure les gens qui vont travailler dedans, parce qu'il peut arriver des accidents, donc ils sont allés voir la Massif. La Massif leur a dit ah mais ça n'existe pas votre truc, là, on ne peut pas vous assurer. Le statut de bénévole travaillant pour une coopérative n'existe pas. Ils n'ont pas de contrat pour ça. Donc c'est pas la Massif qui les assure. Ils sont allés chez MMA qui a réussi à leur ficeler un contrat fait pour l'occasion, ça n'existait pas. D'accord. En même temps, la Massif, c'était vraiment un don. C'était pas un peu de l'hameçon. Voilà, c'était vraiment la fondation Massif. C'était pas juste pour récupérer le vrai contrat. Concernant les bénéfices dont tu parlais, qui sont assez importants et notamment pour le projet de Mofi, quelles sont justement la manière dont ils réinvestissent cet argent ou quel type de projet ils font? On a vu effectivement ce projet de crèche. Est-ce que tu connais d'autres types d'initiatives, de projets? Non, je ne connais pas bien. Je sais que là, on l'a vu dans le documentaire, ça part en main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des types qui ramènent les caddies et ils ne savent plus quoi faire en fait de la main-d'œuvre. Il y a 16 000 personnes, trop de... Mais c'est impressionnant quand on fait le calcul, on prend 3 heures par mois, ça fait tout de suite à Paris 70 plein temps en fait. 70 personnes en plein temps. Quoi. Ça va très très vite. Donc ils le reconvertissent en main-d'œuvre et les bénéfices, c'est pour du foncier, du partenariat, je pense, avec des producteurs. Ils ont une exclusivité avec un producteur dans l'État de New York qui fait du bio local. Je pense que c'est pour pérenniser leur filière. Je n'ai pas de détails là-dessus, mais en tout cas le statut coopératif que nous on est en train de dessiner empêche que ça parte ailleurs que dans le fonctionnement de la coopérative. Et dans les salaires, dans ces charges-là, c'est pas par là que ça part. Je pense que c'est plutôt dans SML modèle. Il y a cette histoire de crèche, nous on a beaucoup parlé de plein de choses. De faire un restaurant avec les invendus. Il y a plein d'idées qui fusent dans tous les sens. Le truc, c'est qu'on essaie de se concentrer sur le boulot qu'on a à faire qui est déjà énorme, mais les idées sont là, en tout cas, de faire que ces bénéfices le jour où il y en aura, probablement pas tout de suite, soient utilisés à des choses qui nous intéressent tous.
Est-ce que vous faites des invendus, du coup, en attendant de savoir ce que vous allez en faire? Comme c'est des contenus. Les invendus, là, déjà on en a très très peu parce qu'on est plutôt prudent avec notre stock, donc on a tendance, enfin tout ce qui est périssable, ça c'est des produits, légumes fruits qui viennent de Perpignan, là, qui généralement disparaissent complètement. Et sinon, ça part soit à des associations, je crois, mais ça part pas à la poubelle, donc pour l'instant. Mais on est attaché à ce que évidemment ça soit pas le modèle supermarché. Donc, on en a vu à Brooklyn, hein, ça part aux associations aussi, tout ce qui est plus réel. À part à New York, il y a d'autres modèles aux États-Unis, c'est ça. Et curieusement, ce truc-là n'a pas essayé, semble-t-il. Ouais. Probablement que ça n'a pas intéressé les gens qui voulaient faire plein d'argent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas le sortir demain. Il y en a quelques petites à San Francisco. Ouais. C'est des toutes petites structures de quartier. D'accord. Alors du coup, cette question d'échelle, je pense qu'elle est importante. C'est pas vraiment la même chose. Nous, on s'en rend bien compte en faisant une petite épicerie. On n'est pas encore tout à fait dans le modèle et que c'est vraiment autre chose de le faire à l'échelle d'un supermarché. Probablement qu'à cette toute petite échelle de copie, il y en a plein partout, mais de cette taille-là, je crois, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres aux États-Unis. Ma question, c'était juste la suite à propos de l'Europe. Il n'y en a pas non plus dans d'autres pays en Europe. Moi, je sais juste qu'il y en a en Belgique. Biscope, qui a ouvert déjà. Non, on n'est pas en contact avec d'autres gens qu'avec la Belgique pour l'instant. Probablement en Suisse, parce que je pense qu'ils sont très friands de ce genre de modèle-là. Il y a déjà des gros scopes en fait. Il y a les gros supermarchés là-bas, Coop et un autre, sont des coopératives déjà. Enfin, en gros, Carrefour sont des coopératives. Mais non, j'ai pas d'exemple ailleurs qu'en Belgique ou en France. Au début de ton intervention, tu as parlé de l'importance de l'éducation et de la transmission, et j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe, parce que je vois qu'il y a différents services. Un service qui va s'occuper de la gestion, un autre de l'informatique, de l'approvisionnement, de la consommation. Comment est-ce que ces services peuvent communiquer les uns les autres et comment est-ce qu'on ne retombe pas dans le modèle de cloisonnement des services qu'il y a dans les plus grandes structures? Alors le modèle qu'on a retenu pour l'instant, c'est que dans chaque groupe, il y a 2 référents et qui sont présents au comité de pilotage toutes les 2 semaines. Donc l'information circule par le comité de pilotage, c'est le lieu où on fait part du fonctionnement de son groupe. En l'occurrence, il ne faut pas non plus que ce soit bloquant, à savoir, on laisse l'autonomie au groupe de prendre des décisions qui ne sont pas engageantes. Voilà, si démocratiquement ils ont réussi à l'échelle du groupe à prendre une décision, le comité de pilotage n'est pas son nez dedans. On remonte au comité de pilotage des choses qui font question, qui font débat, qui sont clivantes. C'est là que ça se décide éventuellement au comité de pilotage, ou que ça remonte en AG, où on met le vote en place. Donc pour cette histoire de transmission d'informations, on a cet exemple des statuts par exemple. On a commencé à rédiger les statuts avec quelqu'un qui est un peu au fait de tout ce bagage juridique qu'il faut. Donc on a discuté entre gens issus du comité de pilotage. Là, on est censé faire une présentation en AG lundi, donc on va essayer de faire quelque chose qui soit digeste, et tous les questionnements qu'on s'est posés pendant tout le déroulé de l'écriture des statuts, on va essayer de les présenter. Et non pas dire aux gens la seule solution possible c'est ça, mais de dire on est arrivé à cette question, on a dit tiens on va faire comme ça, puis on s'est rendu compte que c'était pas possible. Donc on va leur montrer le cheminement qu'on a suivi en fait, et pourquoi on est arrivé à cette conclusion-là. Voilà, pas amener un produit pré-mâché en AG en disant signez là, point final. Bon, ça nous est arrivé de se pointer en AG en disant voulez-vous que les frais d'adhésion soient de 25 €, votez-vous pour ou votez-vous contre. Moi j'étais contre de présenter ça en AG, on le fait quand même. Il y a quelqu'un qui très justement a dit mais pourquoi vous nous posez cette question, on n'y peut rien, on ne comprend rien. Soit 25 ou 23, c'est vous qui êtes au fait de ça, ça n'a pas à sa place en AG. S'il n'y a pas tout le processus explicatif en amont, ça n'a aucun sens de poser ces questions-là. Donc là, on va essayer de faire comprendre des enjeux de l'écriture des statuts aux gens en AG, pour qu'éventuellement ils soient capables de dire mais on n'est pas du tout d'accord avec la tournure que ça prend, parce que vous avez fait ce choix-là, mais c'est pas un choix qui nous semble certain. De ne pas remonter des évidences. Quoi.
On essaye, moi je ne sais pas dit qu'on y arrive. En fait, il y a une forme de micro-système démocratique, gouvernemental, sociétal au sein d'une seule structure. C'est la construction que c'est un peu une échelle réduite de tout un système global, voire d'un pays en fait. On essaye qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir, on essaye autant que possible de... En tendant vers l'idéal, ensuite je ne compare pas à ça avec le fonctionnement actuel, puisque en l'occurrence ça va pas vers là. Mais du coup c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est à un moment donné, c'est casser un peu l'oligarchie d'un système. Et si on vous attaque, et en général on peut peut-être dire un tel système, justement, on réduirait des emplois qui pourraient être générés à la place des gens. Peut-être vous pouvez contrecarrer en disant que il y a quasiment le même nombre finalement d'emplois qui sont créés, si j'ai bien compris. Alors cette question d'emploi, on l'a déjà pris dans la figure plusieurs fois, de la part des élus aussi qui sont très inquiets de cette question. Enfin, les élus sont surtout très inquiets de la concurrence qu'on va faire aux commerçants qui ont un poids politique assez important. Donc ça, on nous l'a dit clairement. Mais cette question des emplois, en fait, il y a deux aspects qui sont intéressants. Là, les grandes structures, elles font des emplois précaires, mal payés, de gens qui s'en foutent de leur boulot, généralement, qui est plutôt en souffre. Nous, on va faire des emplois pour les producteurs locaux. Donc ça ne va pas être la structure même qui va créer de l'emploi. Effectivement, il y en aura, mais c'est plutôt marginal. Mais on va faire fonctionner les filières locales. Donc l'emploi, il va être là, en fait. Et on va faire attention à ce que ce ne soit pas des emplois en Chine ou ailleurs. On va essayer d'inverser un petit peu ce truc. Et Tom Booth s'est retrouvé à la radio en face de monsieur Michel-Édouard Leclerc qui lui a dit notre truc ne marchera pas parce que c'est des métiers. Voilà, faire de la découpe de fromage, de viande, etc. C'est des métiers. Et faire la chaîne du froid, tout ça, c'est une expertise. Et donc les gens qui vont passer 3 heures par mois chez vous, ils ne pourront pas acquérir cette expertise, donc ce ne sera pas sérieux votre truc. Et sa réponse était intéressante, j'ai trouvé. Il disait, les gens qui bossent chez vous, ils ont certes cette formation-là, en tout cas ils sont étiquetés, mais c'est pas leur magasin, ils s'en foutent complètement, ils sont mal payés, ils font ça pour manger. Nous, les gens qui vont bosser, c'est leur magasin, c'est la nourriture qu'ils vont manger eux-mêmes, et croyez-moi, ils vont vraiment mettre le nez dedans pour que le truc fonctionne proprement, pour que ce qu'ils achètent eux-mêmes soit bien traité, soit de qualité, parce que c'est engageant. Voilà. C'est un autre rapport au travail, c'est un peu l'enjeu, c'est le rapport au travail qui est questionné. Et puis, pour avoir bossé en grande distribution, voilà la formation chez Leclerc. Je me doute que ça ne doit pas être très remis. Enfin, comme d'habitude, on essaie de nous dire que le modèle qui existe est le seul qui est faisable, et on essaie de creuser dans une autre direction un petit peu. Proposer un idéal. Essaye. Voilà la conclusion, ça j'espère. Non mais ça fait marrer parce que quand on est cette conférence en plein période politique, ça pose des questions, comme tu disais, c'est une échelle réduite. Ouais, mais que tu dis ça, tu vois, je trouve ça intéressant parce que vraiment c'est faire le choix de dire on va changer la façon dont ça fonctionne par en bas parce que donc il ne va rien se passer. Pas tout de suite en tout cas. Et si on attend le grand soir, on peut y passer un moment. Donc l'idée c'est un moment, voilà, on prend les choses en main, on fait un truc qui ressemble à ce qu'on aimerait. Et politiquement, ça n'empêche pas de s'engager, hein, mais je veux dire, c'est pas bloquant. Même s'il se passe quelque chose en haut, c'est pas la fin de l'histoire. Il faudra quand même continuer qu'il y ait une tension entre le bas et le haut. Ouais, mais avec cette vraie conviction que ça vient souvent d'en bas, ces décisions politiques, et que c'est parce que ça existera sur le terrain que le politique va s'en emparer. Ah bah, ceux qui sont en haut, ils ont besoin d'être éduqués par ceux qui sont là. Il y a eu la vie de la secrétaire d'État le mois dernier qui est venue serrer des paluches chez nous. Les gens viennent voir ce qui se passe, et ils apprennent du terrain, et après ils s'emparent des idées, mais je pense qu'il faut que ça parte de là. À Toulouse, il y a le Récota, je ne sais pas si vous avez été en contact avec eux. C'est le réseau des coopératives autogérées. Récota. Je ne sais pas s'ils ont un site internet, mais vous, c'est des gens du bâtiment, des boulangers, du nettoyage, de la formation. D'accord.
RE-CO-TA. Voilà, ils ont certains questionnements en commun, comme le rapport à l'image journal des scopes, un gérant, plusieurs gérants. Merci du tout. Moi, je voulais savoir si à une échelle locale, la production bio responsable suivait la demande. Et est-ce qu'il était, est-ce que d'un point de vue de la production, comment ça se passe? Parce qu'il y a une demande qui est, je crois, grandissante. Alors moi je ne maîtrise pas forcément très bien ce sujet-là, je ne sais pas ce qui se passe vraiment en particulier en Haute-Garonne là-dessus. Ce que je sais c'est qu'en France, la croissance de la production bio, la consommation elle augmente, ça j'ai noté. Mais la production bio, je pense qu'elle est complètement bridée par les aides d'État qui sont limitées. Et donc de fait, ça bloque en haut, clairement. C'est-à-dire que les subventions à la conversion en bio elles sont très limitées et ça coince là. Après, à Paris, ils ont une problématique qui est d'aller trouver des producteurs dans le coin, c'est compliqué, parce que c'est pas qu'il n'y ait pas de champ, mais alors, il faut voir les champs. C'est la hausse, c'est des cultures de pesticides. Donc ici, on a la chance d'avoir, dans une région plus vivrière, il y a des choses, à l'échelle pour l'instant où on le fait, on trouve sans problème. Maintenant, à l'échelle supermarché, ça risque d'être plus compliqué. Ça, il faut espérer que le politique s'empare aussi de cette question. C'est un peu dans tous les débats de dire qu'il va y avoir plus de bio dans les cantines, etc. Ce truc monte doucement. Et évidemment, il y a tout le poids de la FNSEA derrière qui bloque. Ça va bouger, ça bouge lentement, mais ça va bouger. C'est déjà bien mieux qu'il y a longtemps. Et nous, là, pour le coup, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'on n'a pas une force financière qui nous permettra d'aider aux conversions bio. Peut-être qu'à terme, ça pourrait être une idée de réorienter les bénéfices vers ce genre de choses, évidemment, de sécuriser sa production, d'aider les producteurs. C'est déjà le cas à Brooklyn, c'est ça, ils assurent un producteur de vendre tous ses produits. Ils ont une exclusivité en fait, je crois, avec une ferme qui est aux alentours. Et je me demandais par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque aussi de parodie en quelque sorte de ce système-là dans le système qui est déjà existant du supermarché? Parce que quand on regarde, au final, je trouve justement dans les années 80, c'est pas l'hypermarché qui aurait détruit ce modèle, mais c'est justement les petites supérettes. Ça, j'en avais parlé avec ma soeur dans le, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme Avenance, donc qui est dans la distribution aussi. Et ces petites supérettes-là ont donné l'impression d'avoir une proximité avec l'achat, etc. Et ça a coulé pas mal, je ne parle pas de coopérative vraiment, mais plutôt de bouchers ou de choses comme ça où il y avait un lien plus direct avec le producteur. Et aujourd'hui, on peut voir par exemple le supermarché, celui qui est à côté de l'école, le casino, le fait qu'on se serve soi-même les céréales, qu'on prenne de l'huile, des choses comme ça, et au fur et à mesure, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que même le bénévolat devienne une manière pour ces entreprises de baisser leurs coûts salariaux, donc à terme en fait, arrêter de faire un vrai salariat et récupérer les marges pour un système qui est encore classique? Évidemment, cette tendance-là à faire bosser les gens gratuitement, elle est dangereuse, mais je pense que ce qui est important, c'est de faire que cette structure reste démocratique et que les bénéfices restent dedans. Parce qu'évidemment, si on demande aux gens qui sont chez Carrefour à travailler bénévolement, on sait où ça part, les excellents. Sur cette question des emplois locaux, je pense qu'on n'est pas vraiment en concurrence avec les commerces de détail, les boucheries. D'ailleurs, il n'y a pas de boucherie de détail, c'est des choses sous film qui sont découpées ailleurs. Parce que là, pour le coup, par exemple, il faut vraiment une expertise pour découper de la viande et on ne va pas former le Pékin moyen à aller découper un bœuf entier. Ça peut être une boulot rassurez-vous. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence avec des commerces de détail de qualité qui, encore une fois, à mon avis, concernent une très petite minorité de gens parce que moi, je suis toujours très surpris de voir les prix qui sont pratiqués au marché à Saint-Cyprien en non bio. Moi, je paye moins cher à la Biocop. Tous ces commerces de détail, ils sont certes très intéressants et de la proximité, mais c'est complètement clivant pour les gens qui font leur cours. Alors c'est sûr qu'au Cristal, on s'y retrouve mieux, mais dans ces marchés-là, dans ces boutiques-là, chez un boucher, il y a plein de gens qui ne peuvent pas aller faire leur course.
À Saint-Cyp, il y a une scope de fruits et légumes qui s'appelle la dispute aux oiseaux sur les allées Charles de Fix, et où pour réduire les coûts, ils ont embauché un producteur pour lui pérenniser en fait son salaire, et ils se font livrer par ce gars-là régulièrement ce qu'il a et ce qu'il leur est dédié en fait. Alors, ça peut être aussi pas mal. Ouais, c'est bien, ça part dans tous les sens. Il y a plein de gens qui essayent des choses, ça bouge. On n'est pas sur le même segment du tout, je pense. Il y a aussi une boutique de vrac dans le centre de Toulouse, qui fait du tout vrac, sans emballage, de ceci, cela, un truc comme ça. Ouais. Qui est apparemment assez cher, je suis pas allé, mais qui est apparemment assez intouchable. Il y a vraiment cette question de faire que les gens, voilà, des gens qui ne se croisent pas dans un supermarché s'y croisent. Je pense que c'est assez central, il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. En fait, on est en train de discuter avec la mairie, et on discute de quartier. Et nous, ce qu'on leur demande à la mairie, c'est pas millimètre carré, c'est millimètre carré dans un endroit où on serait à la frontière entre, on ne soit pas dans un ghetto, quoi, ni un ghetto de riches, ni un ghetto de pauvres, on aimerait être à la frontière. On aimerait par exemple être à pas de doigt entre les bobos de Saint-Cyp et puis les gens qui habitent à la Bagatelle, sur des quartiers frontières comme ça. Ça, c'est vraiment central dans notre choix. Mais est-ce que pour pérenniser, il ne faudrait pas peut-être remonter justement la source un petit peu, et justement aller toucher la production, les conditions de production, la valorisation de produire autrement, et, pour pouvoir tenir cette demande en fait, qui est grandissante. Vu qu'on passe par un grossiste, pour ce choix-là qu'on a fait passer par un grossiste, voilà, c'est le seul moyen qu'on a d'influer sur la qualité de la production, c'est de rencontrer un grossiste. Pour l'instant, par exemple, on a rencontré un grossiste qui est à Montauban, qui est quelqu'un qui est très attaché à ce qui se passe en amont. C'est pas quelqu'un qui cherche à faire de l'argent, qui est super emballé par le projet, qui nous soutient, qui nous fait des bonnes conditions, etc. C'est des gens comme ça qu'il faut qu'on rencontre parce qu'on n'a pas d'autres marges de manœuvre pour l'instant. Alors après, il y a tous ces gens qui bossent à des supermarchés coopératifs dans les 30 projets en France, parfois se réveillent le matin en ayant fait un rêve un peu délirant d'une fédération des COP françaises, on en parle de temps en temps, une intercop, avec une centrale d'achat des COP communes, etc. On n'est pas du tout là pour l'instant. Mais ça peut être une idée plus tard, mais finalement, c'est ce qui s'est passé à la Biocop. À la Biocop, c'était une idée comme ça de coopérative au départ, qui a sécurisé ses approvisionnements, qui a des filières lait intégrées, ça existe déjà. À part que la Biocop, elle n'était pas dans cette histoire de participatif, de faire que des gens qui n'ont pas les moyens puissent se payer des choses chez eux, et on voit à la fin ce que ça donne. C'est très bien la Biocop, mais ça concerne une toute petite partie de la population. Ça a le mérite d'exister. Donc ce qu'a fait la Biocop, à terme, ce serait l'idée, d'être en lien avec les producteurs et d'avoir des filières qui répondent au cahier des charges qu'on aimerait. Effectivement. La Biocop n'a pas la réputation de bien traiter ses salariés. Il semblerait que la Biocop n'ait pas une très bonne réputation de traiter ses salariés. Mais je ne suis pas sûr que les salariés de la Biocop aient droit d'ouvrir dans l'AG de la Biocop. À mon avis, c'est pas du tout. Voilà, c'est ça, c'est le jeu, hein, c'est le concept. Hein, On a fait le tour, peut-être. Merci pour vos questions. Merci.